transition, je voudrais m'éclipser pour laisser la place aux femmes qui sont beaucoup plus belles, plus inspirantes et tout, et notamment à Christelle Melledge qui va ouvrir officiellement le webinaire avec ces femmes leaders. Merci beaucoup et bon webinaire à vous. Je retiens une chose, il faut vraiment un peu plus de 8 mars. Enfin bref, aujourd'hui, il n'y a pas que le 8 mars, on a bloqué tout le mois de mars. Merci d'applaudir. Elles bousculent leur monde. Elles ont créé l'impact. Elles ont créé un chemin dans lequel elles voudraient que vous et moi puissions nous engouffrer afin de pouvoir nous élever et montrer aux jeunes générations que c'est possible d'être une femme et de réussir. C'est possible d'être une femme, de réussir sa vie professionnelle, mais également sa vie personnelle. Avant toute chose, je voudrais déjà qu'on puisse les applaudir, saluer leur impact, saluer leur présence et saluer leur victoire. Mais pas seulement leur victoire, vous saluez vous, parce que chacune représente une histoire, chacune représente un parcours, chacune représente des saisons difficiles où personne ne croyait en vous, mais brutalement, vous avez sorti la tête de l'eau et vous avez avancé. Applaudissements encore pour vous. Elle bouscule les codes et elle redessine les lignes dans des secteurs stratégiques pour le développement économique de notre pays, la Côte d'Ivoire. Dans les secteurs de l'industrie et de la logistique ivoirienne, les femmes ne sont plus de simples actrices, elles sont devenues des forces motrices, des agents de changement capables de transformer les organisations et d'imposer de nouveaux standards de performance. Longtemps peu visibles dans ce domaine décrit, entre parenthèses, comme masculin, leur présence aujourd'hui synonyme d'innovation, de performance, de résilience et de compétitivité est indéniable. À travers donc leur parcours singulier et remarquable, nos panélistes incarnent une Côte d'Ivoire en mouvement où le leadership au féminin devient un levier incontournable de développement durable. Je voudrais maintenant, avec votre permission, vous présenter la crème que nous avons sur cette plateforme. Il s'agit de nos panélistes. Commençons, avec votre permission, par Madame Asta Rosa Cissé. Je le dis sous la permission de notre maman ici à toutes, Madame Massobet Touré, présidente directrice générale du groupe CITA. Madame Asta Rosa Cissé, vous êtes directrice régionale d'Africa Global Logistique pour la région Côte d'Ivoire, Burkina Faso, depuis décembre 2023. Et vous occupez également les fonctions de directrice générale d'AGL Côte d'Ivoire et d'Abidjan Terminal. Présente au sein du groupe AGL depuis 2002, vous avez, de par votre travail et votre persévérance, gravi progressivement les échelons. Vous êtes passé successivement du poste de directeur administratif et financier, c'était en 2007, à celui de secrétaire général en 2011, puis de directrice générale adjointe en 2016, avant d'accéder en 2018 au poste de directeur général de l'Abidjan Terminal, fleuron de l'industrie portuaire ivoirienne. Première femme à accéder au poste de directrice régionale au sein du groupe AGL, Madame Asta Rosa Cissé, vous vous êtes très vite distinguée grâce à vos performances dans la gestion opérationnelle et votre sens élevé du management des équipes. En 2019, vous êtes élevée au rang de chevalier de l'ordre du mérite maritime de Côte d'Ivoire grâce à vos compétences en leadership. Je pense que cela... C'est notre maman à tous, présidente directrice générale du groupe CITA, la gourou de l'anacarde en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde, figure emblématique de l'entrepreneuriat ivoirien et africain. Massobet Touré Diabaté dirige le groupe CITA, première entreprise nationale privée spécialisée dans la production et la transformation de la noix de cajou en Côte d'Ivoire.
De 2018 à maintenant, sacré meilleur prix national d'excellence, meilleur chef d'entreprise catégorie femmes. En 2019, vous avez obtenu le prix de la meilleure industrie nationale. De 2024 à 2025, classé parmi le top 50 de Forbes des femmes les plus influentes, sélectionnées 2 fois de suite parmi ces meilleures femmes d'Afrique. De 2024 à 2025, vous avez obtenu à Dubaï le prix international du World Cajou. Vous êtes une femme de mérite. Vos décorations témoignent de votre engagement. Commandeur de l'Ordre national, commandeur de l'Ordre du mérite agricole, officier de l'Ordre national, chevalière de l'Ordre du mérite agricole français. Vous siégez au sein de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, de l'AWEPSI, de l'African Business Roundtable, directrice pays de l'ABR, également membre du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Et votre point de départ, un voyage à Chennai, c'était en Inde, a révélé à vos yeux le potentiel stratégique de l'anacarde. Cette découverte a marqué le tournant décisif de votre vie. Leader de l'industrie, aujourd'hui, Sita, votre entreprise, exploite plus de 200 hectares, dispose d'une unité industrielle moderne et exporte 10 000 tonnes vers les États-Unis et le Golfe. Le groupe emploie plus de 800 personnes, dont 80% de femmes. Stéphanie Tailly, vous êtes leader RH régional avec plus de 13 ans d'expérience en Europe et en Afrique, au sein de groupes internationaux des secteurs miniers, industriels et énergétiques. Vous êtes forte d'une expertise multi-pays. Vous pilotez des transformations organisationnelles complexes en plaçant l'inclusion, l'équité et le dialogue social au cœur de votre performance. Convaincu que la diversité est un levier stratégique, vous avez conçu et vous concevez et vous déployez des politiques RH favorisant l'égalité des chances, le développement des talents locaux et des environnements de travail respectueux et engagés. Votre approche allie gouvernance rigoureuse, excellence opérationnelle et leadership inclusif pour bâtir des organisations durables, représentatives et performantes. Stéphanie Tailly, bravo. On peut l'applaudir. Et mesdames, donc vous allez avoir une série de questions. Chacune répondra donc à cette question-là. L'idée pour nous ce matin, c'est d'impacter. C'est de faire en sorte que votre auditoire, ce que vous voyez là, et toutes celles que vous ne voyez pas parce qu'elles sont sur le direct, puissent réagir et puis avoir de vous un exemple. Je voudrais donc les saluer. Nous avons différentes structures qui nous suivent. AGL Côte d'Ivoire, évidemment. Nous avons la Citaraï, Abidjan Terminal, Côte d'Ivoire Terminal, Assens, Carena, Haïman Logistique, PAC aussi, et le grand public qui nous suit. Donc vous avez une responsabilité générationnelle aujourd'hui. Commençons avec le premier axe qui est le leadership au féminin et la gouvernance inclusive. Je vous demanderai donc de récupérer vos différents micros à l'effet. Commençons par vous, Madame la DG. Comment votre présence dans les instances de décision a transformé la culture organisationnelle de vos différentes entreprises? Merci. Merci à tous. Ravie d'être là ce matin. Alors, je dirais tout simplement... Directrice régionale, pardon, je dis oui, DG. c'est pas bien grave. Oui. Alors, je pense que la femme a une sensibilité différente. Elle a un point de vue différent. Et je pense que la diversité que j'apporte au sein des différents CODIR que j'ai occupés ont permis des décisions peut-être plus inclusives. On a
la possibilité en tant que femme, justement, de pouvoir peut-être challenger, de pouvoir se remettre en question plus facilement, d'avoir une capacité d'écoute différente. Et moi, j'aime le consensus, tout simplement. Et je pense qu'à la recherche du consensus, vous êtes obligé d'écouter toutes les parties. En écoutant toutes les parties, la décision, elle est collective. Et ça permet d'avoir une performance collective qui est beaucoup plus inclusive et durable. Cette diversité, de toujours prendre le point de vue de tous autour de la table. Merci beaucoup, Madame la directrice régionale. Je me tourne vers la PDG. Alors, vous créez donc votre entreprise et vous êtes une femme et vous employez aujourd'hui 80% de femmes. Comment est-ce que justement votre présence, déjà en tant qu'initiatrice du projet, a influencé justement la culture organisationnelle de votre entreprise? C'est-à-dire, en fonction de ce que je ressens, de ce que je suis, de ma vision en tant que femme, voici la direction que je donne au groupe CITA. Merci. Avant tout propos, je voulais remercier les organisateurs, l'initiatrice, Madame Sissi, de ce panel ce matin. Et pour moi, c'est un immense honneur d'être avec vous ce matin. Comme je disais tout à l'heure, j'attache du prix au métier que vous faites, la logistique, parce que rien ne peut se faire sans ça. Et avoir une femme à la tête, c'est pour moi une importance capitale. C'est vrai, à mon niveau, nous œuvrons pour quoi aujourd'hui? Comment pérenniser nos acquis? Qui va prendre la relève? Commencez doucement, allez-y, commencez et croire. Et se faire confiance, avoir confiance en soi. Je n'étais pas entrepreneur. Voilà. La noix de cajou s'est imposée à moi. Ici, d'une région placée comme l'une des plus pauvres de la Côte d'Ivoire, à Odiéné. Nous sommes à 800 et quelques kilomètres d'Abidjan. Et j'ai travaillé dans une boîte internationale. J'étais même stagiaire. Donc, vraiment, bon, je me suis identifiée par le savoir-faire. Donc, on m'a remarqué. Comme je dis toujours, j'ai fait du bruit, mais du bon bruit. Voilà. Voilà. Donc, on m'a identifié et des statuts d'aide commerciale. Je suis remontée un peu et du coup, notre patron nous a identifiés. Donc, j'ai eu la chance d'avoir une mission parce qu'à l'époque, on prenait les colis pour aller déposer. DHL n'avait pas d'avion. Donc, on prenait toujours pour aller déposer. J'ai fait une mission comme ça en Inde et j'arrive, je vois les gens en train de travailler dans toutes les villes pratiquement. L'activité bouge et l'activité principale, c'est la noix de cajou. Ils mangent, ça y est, dans les plats. Mais j'ai dit, il y a quelque chose qui cloche. Parce que d'où je viens, il y a ce arbre qui pousse. Et chez nous, à Odiéné, étant dans une zone aride, on a planté, c'est des forêts d'anacardier. Ce n'était pas fait pour gagner quelque chose. Donc, parce que c'était fait pour lutter contre l'avancée du désert, puisque c'est un arbre qui résiste aux intempéries et aux feux de brousse. Donc, voilà comment c'est venu. Et j'ai été très curieuse. J'ai pris les produits, j'ai mis dans mon sac, je suis venue en Côte d'Ivoire. Quand je suis venue, dans mon sac, on regarde les noix de cajou, mais est-ce qu'elle est un peu normale? Parce que ça, je ne sais pas ce qu'elle peut faire avec, prendre ça de là-bas pour venir. Je suis partie au dîner et j'ai comparé, j'ai vu que c'était la même chose. J'ai dit, voilà que quelque chose peut se faire. Après, je suis revenue, j'ai demandé à mon patron que je vais démissionner. Il dit que peut-être ça ne va pas très fort, il faut qu'on me donne un petit, quelque chose comme ça, parce que j'ai dit non. Ou bien vous partez vous marier au sous-préfet, vous partez au village. Parce que j'ai dit non, je vais au village parce que je veux l'agriculture. Mais ce jour, c'était un jour, parce qu'il fallait y croire. Parce que l'agriculture, c'était misérable. 95% de la population vit de l'agriculture. Cette agriculture, c'est du riz. Le riz est cultivé sur plateau, soumis à tous les aléas. Soit il a plu, soit il n'a pas plu. Et c'est une seule récolte
et toute la famille vit aux dépens de cette récolte. Vous imaginez la pauvreté. Du coup, la ville se vidait de ses bras valides puisque les jeunes venaient en basse-côte pour avoir des lendemains meilleurs et envoyer de l'argent à leurs parents. C'est dans cet environnement que nous étions. J'aime revenir sur cette partie pour vous dire que tout est possible. Vous comprenez, la jeunesse, l'avenir vous appartient. Saisissez cette occasion, osez entreprendre. Vous êtes passionné, vous avez confiance en vous, vous êtes pétri de compétences. Croyez en vos chances et puis osez. C'est à partir de là. Et la Côte d'Ivoire n'était pas classée parmi les pays producteurs de noix de cajou. Il n'y avait que la Guinée-Bissau qui était comptée comme le seul pays africain pratiquement. Et les autres venaient doucement. La Côte d'Ivoire n'avait pas 50 000 tonnes. Aujourd'hui, je peux hausser les épaules pour vous dire, à force de travail des braves paysans ivoiriens, nous avons porté la Côte d'Ivoire premier producteur mondial. Premier producteur mondial, pas africain, avec plus d'1 500 000 tonnes, dont nous avons le quart, même le tiers de la production mondiale, dont la Côte d'Ivoire compte aujourd'hui pour fixer les prix à l'international. Parce que simplement une femme a cru, une femme a osé. Alors Stéphanie Tailly, je vous retourne la même question. Dans votre style, vous avez influencé, vous avez traversé plusieurs organisations et vous avez mis de votre empreinte, votre style, votre leadership. Comment et pourquoi? Je dirais que l'influence émane de la responsabilité. Exactement. La responsabilité qui nous est donnée en tant que femmes. Pouvoir piloter cette stratégie, c'est aussi pouvoir prioriser. C'est aussi pouvoir désigner les sujets, les focus sur lesquels on veut avoir de l'impact. Et ça a une conséquence directe sur nos organisations, sur les femmes, sur les hommes qui travaillent avec nous. Donc je dirais que la chose la plus importante, c'est que chacune d'entre nous, à nos niveaux respectifs, nous avons la responsabilité et la possibilité d'impacter, quel que soit ce que l'on fait, quelle que soit notre place dans l'organisation. À partir du moment où on nous a confié une responsabilité, c'est une opportunité d'agir et de faire bouger les lignes. Merci beaucoup Stéphanie. Serez-vous favorable à l'intégration de quotas de profils féminins au sein des gouvernances d'entreprise? Est-ce qu'on devrait donc imposer cela dans les différents secteurs pour une meilleure performance des organisations? Madame la directrice régionale. Je suis favorable aux quotas. Je pense que les quotas peuvent être un outil de transition quand il y a des déséquilibres. Mais ça ne doit pas guider par la suite. Une fois que le quota a été atteint, ça ne doit pas être généré encore à nouveau. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est de dire qu'il faut absolument favoriser la diversité, tout simplement. Et je pense que c'est ça la clé. La clé peut-être de se dire que on a tout un rôle à jouer. Ce rôle, il faut absolument vouloir se mettre en avant. Que la femme ambitieuse, ce n'est pas mauvais, bien au contraire. C'est nécessaire pour qu'on puisse collaborer et construire ensemble. Pour ça, il faut être compétente. Donc, se former. Les quotas, c'est d'abord le début, mais derrière, c'est d'abord la volonté. Et comme disait la grande sœur, c'est oser. Oser prendre sa place quand il faut. Oser se dire que on a tout quelque chose à apporter et prendre sa place tout simplement quand il le faut. Je suis d'accord avec Rosa. Il faut oser, il faut briller et nous devions briller ensemble. Ce qu'on demande aujourd'hui, ce n'est ni parité, ni quota, c'est qu'on reconnaisse nos valeurs. Il faut que vous soyez des boss, mes chères sœurs. Vous êtes toutes des boss, parce qu'il n'y a pas une seule femme qui n'a rien dedans. C'est clair. Ouais.
Mais une femme doit se faire confiance. Elle doit se faire confiance. Elle doit avoir des ambitions, mais des ambitions mesurées, pas des ambitions démesurées. Des ambitions mesurées pour aller pas à pas. Je pense que tout a été dit. Les quotas ne sont pas une fin en soi. Les quotas sont un outil. Ils permettent, comme Asta l'a dit, quand il y a déséquilibre, de pouvoir rééquilibrer. La vraie question, ce n'est pas la question des quotas. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on en fait. L'une des choses qui mérite d'être rappelée, c'est que quand on a l'opportunité d'être à un endroit, il ne faut pas oublier les autres qui n'y sont pas encore. Le phénomène ascenseur. Exactement. Il faut savoir le renvoyer. Donc, qu'on soit à son poste parce qu'il y a eu des quotas ou des initiatives en faveur de la diversité, c'est une question. Mais une fois qu'on y est, comment est-ce qu'on renvoie l'ascenseur? Comment est-ce qu'on garde la porte ouverte pour les autres? Et comment est-ce qu'on ne se dit pas « je serai la seule » L'alpha et l'oméga de l'endroit. Exactement. Et comment est-ce qu'on ne se dit pas « ah mais ça a été dur pour moi, vous allez galérer aussi ». Mais comment est-ce qu'on facilite? C'est ça. Comment est-ce qu'on renforce les autres de sa propre expérience, de ses propres échecs, de ses propres challenges? Et je pense que c'est ce qu'il y a de plus important. In fine, le quota n'est qu'un outil. Qu'est-ce qu'on en fait? Et il faut être extrêmement lucide en tant que femme et intentionnel. Je ne suis pas arrivée là parce que tout le monde était content de me voir là. C'est clair. Je ne suis pas arrivée là parce que c'est naturel. En réalité, mon environnement me dit le contraire. Mon environnement me dit plutôt que je ne suis pas à ma place. Donc, une fois que j'y suis, comment est-ce que je construis la durabilité? Donc, comment j'ouvre la porte pour les autres? Comment je facilite? Comment je vulgarise ma présence? Comment je suis audible et visible? Et ce qu'il faut qu'on se dise en tant que femme, c'est qu'on est toutes les ambassadrices des unes et des autres, une fois qu'on est en responsabilité. Ce que moi, je vais faire va avoir un impact sur toutes les autres. L'entreprise, comme toute organisation sociale, c'est comme une pièce de théâtre. C'est une scène. Chacun joue son rôle. Si je joue un rôle aujourd'hui qui est néfaste, ce n'est pas seulement mon nom. C'est toutes celles qui sont derrière et qui se préparent ou qui auraient pu se préparer. Parce qu'on va dire, oui, mais voilà, ça, c'est les femmes. Hein. C'est comme ça qu'elles sont. Hein. Elles ne s'entendent pas entre elles. Hein. C'est des rivales. Elles se crêpent le chignon. Pourtant, moi, je peux vous dire que des hommes qui se chargent comme des béliers, on en voit tous les jours. Mais dès qu'on a une dispute entre deux femmes, ça devient un problème de femmes. Donc il faut qu'on en soit consciente. Non pas l'ériger comme une barrière en se disant « mais voilà, c'est impossible, on bénéficie d'un bien négatif parce qu'on est des femmes », mais plutôt se dire « ok, c'est l'environnement dans lequel on progresse. Comment est-ce qu'on change les choses ?» Et encore une fois qu'on est visible, audible, une fois qu'on est en responsabilité ou qu'on a l'opportunité d'agir, quel que soit ce qu'on fait, comment est-ce qu'on est très intentionnel et attentive à la manière dont on fait les choses pour que les autres puissent suivre? C'est pour moi la clé. Merci infiniment. C'est magnifique. Alors, donnez-moi un exemple d'initiative portée par les femmes elles-mêmes au sein de votre entreprise ou portée par le top management pour faire évoluer donc la carrière des femmes. Sur la base, évidemment, qu'on n'est pas là pour prioriser qui que ce soit, mais le talent sera donc le facteur nécessaire. Effectivement, donc, je ne veux pas être seule au 6e étage. Je veux qu'il y ait d'autres femmes qui me rejoignent. Parce que là-haut, on se sent des fois très, très seul. Et moi, je crois beaucoup à la sororité, je crois beaucoup à l'entraide. Je crois beaucoup à ce qui m'a manqué le plus, c'est la confiance en soi. Accompagner ces femmes à prendre leurs responsabilités et leur destin en main, tout simplement. La grande sœur l'a dit tout à l'heure. Prendre son destin en main, mais pour ça, il faut être en capacité. Donc, plus de confiance en soi, plus de compétences, plus de rigueur, et tout simplement les mettre en position derrière. Donc, ça veut dire de l'égalité sur les postes à venir, mais pour ça, il faut absolument qu'elles se mettent en avant. Accepter ces métiers opérationnel parce que c'est exigeant. Le métier logistique est exigeant. Quand je vois Marie-Odile, par exemple, qui va être rappelée un dimanche pour aller faire la facturation, ou Adélaïde, qui est le chef de shift, en fait, qui est là, la directrice d'exploitation, parce qu'on travaille 24/24,
Tu te dis, ben voilà, elle doit se lever peut-être à 3 heures du matin parce que le navire a un problème, elle a son mari à côté. Il faut absolument qu'elle puisse justement justifier et pouvoir le faire accepter, ce genre de choses. C'est exigeant, le métier logisticien. C'est un métier exigeant, mais on a des femmes passionnées qu'il faut absolument mettre en position pour qu'elles puissent justement briller encore plus. Et demain, ne pas être la seule ou la première, mais qu'elles soient 10 ou 20 derrière. Et là, j'aurais réussi ma mission. C'est ça mon objectif. Merci beaucoup, Madame la directrice régionale. Madame la PDG. Et je soutiens et j'encourage effectivement ce que Asta vient de dire. Oui. C'est extrêmement important. Comme je disais par rapport à ma filière, quand nous sommes venus, il n'y en avait pas déjà. Et comme j'ai toujours dit, il faut briller, mais il ne faut pas briller seul. Donc très tôt, nous avons compris qu'il faut d'abord former, parce que c'est une question de culture. C'est ça, pour moi, d'y impacter, parce que seul, on ne peut pas réussir. C'est clair. Et plus on est nombreux, mieux ça vaudra, mieux nous allons être vus. Et voilà comment nous sommes partis. Donc, de combien de tonnes d'anacarde de la région, nous sommes aujourd'hui à plus de 170 000, pour vous dire. Et le message est passé en langue locale. Nous avions une qualité qui n'était pas une des meilleures avant. Nous avons travaillé sur la qualité avec la formation pour permettre d'avoir un niveau élevé. C'est ça, impacter. Un. Deuxièmement, dans notre zone, d'une manière générale, les femmes ne partaient pas comme ça à l'école. Donc, il y avait beaucoup de jeunes filles, elles sont compétentes. Je leur disais les experts. Donc, jusqu'à aujourd'hui, on appelle les dames là les experts. Parce que la plupart n'ont pas été à l'école. J'ai dit, mais vous êtes tous des experts dans la tête. Parce que tout le monde sait travailler, c'est 10 doigts. Donc, venez et puis on va travailler. Nous avons beaucoup de filles mères. Donc, j'ai une petite crèche pour pouvoir prendre les bébés. Nous avons des femmes, des femmes veuves. Il y a des personnes âgées qui viennent pour dire, bon, ils n'ont plus rien à faire, mais elle peut balayer. Donc, je la prends, elle devient salariée, mais elle balaye la cour, elle va à l'heure qu'elle veut, elle vient à l'heure qu'elle veut. Mais j'ai dit, toi, il faut beaucoup prier parce qu'on a besoin de tes bénédictions. Ton travail là ne va pas trop loin. Donc, vraiment, on n'a qu'à continuer comme ça. C'est un peu la gestion avec un visage humain. Parce que je suis née, grandi là-bas. Donc, on a une autre manière de voir le leadership, comment ça se passe, comment les choses avancent. Alors, au niveau des pirogues, effectivement, il y a plusieurs initiatives qu'on a mises en place. La première étant la création d'un comité inclusion et diversité. Ce comité a pour objet de discuter, d'échanger, d'analyser sur toutes les problématiques liées à l'inclusion et à la diversité dans nos organisations. Évidemment, quand on parle d'inclusion, on ne se parle pas que des femmes. Bien sûr. On parle de tout type d'inclusion. Toutefois, quand j'ai mis en place le comité, sciemment, de manière un peu autoritaire, je me suis dit qu'il serait exclusivement féminin. En leur disant, voilà mesdames, maintenant on va se parler d'inclusion. Il ne s'agit pas que du pagne du 8 mars. Merci. Il s'agit aussi et surtout de pouvoir discuter de ce qui ne va pas, ou de ce qui ne va pas suffisamment vite, et de pouvoir trouver des idées. Par ailleurs, on pousse évidemment des politiques ressources humaines qui vont en faveur de l'inclusion des femmes. On a une politique parentale qui est exceptionnelle. Les femmes, chez nous, ont 6 mois de congé maternité. Comme dans la fonction publique aujourd'hui. C'est 3 mois. Donc ça a été il y a une nouvelle décision qui monte justement le congé de maternité de 3 mois à 6 mois dans la fonction publique. Oui. Et là, nous sommes dans le privé. Nous sommes dans le privé. Wow. Ce qui leur permet de prendre le temps, de réorganiser leur quotidien, réorganiser leurs priorités, prendre du temps avec le ou les nouveaux venus et revenir au travail, je dirais, sans pression, sans se dire j'ai laissé un tout petit à la maison. La beauté de cette politique, c'est que les hommes aussi ont un congé parental de 3 mois. Magnifique. Les questions sont nombreuses en ligne. On ne pourra pas
toutes ces questions ne pourront pas être éludées, mais on essaiera autant que faire se peut. Allons sur le deuxième axe. Alors, parlons des politiques gouvernementales et initiatives privées. Je vois déjà Madame la directrice régionale. Alors, quelle politique gouvernementale et initiative privée, justement, pour soutenir l'engagement des femmes dans l'industrie? Est-ce que l'existant est au top, parfait, il n'y a rien à rajouter, ou il y a more to do? Quand on entend ce que la PDG vient de nous dire, j'allais dire c'est peut-être faciliter les financements, l'accès au financement des projets, peut-être favoriser aussi le leadership féminin, prendre des initiatives pour ça. Aujourd'hui, les quotas sont déjà là, les textes sont déjà pris. Dans la réalité, qu'est-ce qui coince? Donc, c'est l'accès au financement, peut-être encore plus de formation, pouvoir justement améliorer cette formation et surtout la formation, j'allais dire peut-être pour ceux aujourd'hui qui ne sont pas à niveau, peut-être un renforcement des compétences. Voilà ce que je vois dans les initiatives. Mais bon, en ce qui concerne le gouvernement, j'allais dire qu'il y a quand même des choses qui ont été faites. Quand on voit aujourd'hui la composition de notre gouvernement, on est fiers de voir qu'il y a autant de femmes qui sont à des postes importants de responsabilité. Deux ministres d'État. Mais oui, donc j'allais dire, voilà déjà des modèles pour nous. Maintenant, dans l'entrepreneuriat et dans l'industrialisation, il en faut plus. Et la clé, c'est l'accès au financement. Et je crois sincèrement qu'il faut absolument bâtir des communautés de femmes leaders qui vont porter également ces sujets, au niveau gouvernemental, au niveau de la prise de décision, pour pouvoir peut-être mettre des fonds spéciaux en place pour aider justement à l'entrepreneuriat féminin. C'est vrai, le gouvernement a fait beaucoup. Ça, c'est vrai. Et on est très conscient de ça. Mais beaucoup reste à faire. D'abord, il faut une collaboration franche PPP, secteur privé, secteur public. Un. Deuxièmement, je reviens encore sur ce que je venais de dire. Il faut qu'on arrête d'hésiter, il faut se faire confiance, il faut avoir confiance en soi. Quand on porte un projet, il faut le porter, il faut avoir ta vision. Il faut savoir où tu veux partir. Et quand tu maîtrises bien ton sujet, tu te donnes au moins quelques chances déjà, au moins 30 à 40% des chances de réussir. Parce que tu viens devant un banquier ou bien devant n'importe quel investisseur, tu viens balbutier à décrire ton projet, toi-même tu tues déjà ton projet. C'est en ce sens que je dis que d'abord, il faut se faire confiance. C'est vrai, l'épineux problème, c'est l'accès au financement. Je leur dis qu'ils ne financent pas, ils disent qu'ils ont l'argent, mais eux, ils cherchent où il faut mettre. J'ai dit, mais vous n'avez pas besoin de loup pour savoir, même s'il faut doubler tes verres. Mais ce n'est pas comme ça. Les femmes sont là, elles ont des projets. C'est parce que vous ne faites pas suffisamment confiance. Et les sociétés qui ont réussi, j'ai commencé à citer, dont AGL, qui ont fait confiance aux femmes, vous les voilà, ils sont en train d'évoluer. Mais si tu ne prends pas des risques, tu n'es pas banquier. À un moment donné, il faut prendre des risques. Chaque métier a ses risques, mais il faut pouvoir oser. Autant vous osez, vous avez osé pour créer un projet, pour créer une entreprise, autant la personne qui est en face de vous doit vous faire confiance, doit prendre un minimum de risques pour pouvoir essayer. Parce que quand tu n'as pas essayé, tu ne peux pas juger. Ça, c'est des petits problèmes, mais qui minent et qui gangrènent aussi la bonne foi et du gouvernement et du secteur privé. Les initiatives, ce n'est pas ce qui manque. Mais tel que c'est traduit dans les faits, ça fait que c'est difficile de mettre en œuvre. Et du coup, on est là parce qu'on ne sait pas. Il y a des projets, on va dire il y a tel nombre de milliards pour ça, et voilà comment ça se passe. Peut-être qu'il faut qu'on puisse repenser. Chacun a un devoir à faire, que ce soit le gouvernement, que ce soit nous-mêmes les femmes. Il faut qu'on arrête d'hésiter, parce qu'il y a la pesanteur culturelle qui joue sur nous. On reste dans le même mouvement. Politique gouvernementale, initiative privée. Est-ce que vous pensez qu'on devrait faire un peu plus? Exemple. On peut toujours faire plus et mieux. Et je dirais l'une des dimensions que je trouve assez intéressante, c'est l'éducation.
L'opportunité que nous avons, nous, acteurs du secteur privé, c'est d'aller vers ces institutions éducatives pour créer des ponts. L'une des choses qui est centrale, que ce soit pour les jeunes femmes et les jeunes hommes, c'est de s'assurer que ce qu'ils apprennent à l'école leur servira réellement quand ils entreront sur le marché du travail. Et c'est la raison pour laquelle c'est aussi de notre responsabilité en tant qu'acteurs du secteur privé de savoir aller vers ces institutions-là en charge de la formation et de leur dire ce dont nous avons réellement besoin. Et de pouvoir co-construire des programmes qui puissent réellement mettre en bonnes conditions les étudiants d'aujourd'hui, mais les travailleurs de demain, à rendre prêts les étudiants et surtout les étudiantes. Et sur le volet de la diversité, ça nous permet, nous aussi, d'aller les chercher là où elles sont dès le départ. Parce qu'on sait que c'est difficile de trouver des femmes dans certaines filières. Donc nous, on va aussi, avec l'INPHB, rencontrer les lycéennes. Allez là-bas, comme ça vous viendrez ici. Et donc, on leur donne un petit peu le chemin, la marche à suivre, et surtout, on vient casser les biais qu'elles pourraient avoir ou alors les préjugés. Je ne vais pas aller vers cette filière parce que c'est une filière de garçons. Je ne vais pas aller vers cette filière parce que ça ouvre vers des postes masculins. Et comment je vais faire après pour me construire, pour avoir une famille? Mais c'est possible. On peut allier vie personnelle, vie familiale et une vie professionnelle et une belle carrière, même dans les secteurs dits masculins. Mais encore une fois, il faut pouvoir s'adresser aux jeunes filles dès le départ. Dès maintenant. Et donc je pense que ça fait partie des initiatives que le secteur privé doit continuer de porter et pour lesquelles il peut aller vers le secteur public. Merci. Je pense que vous avez emboîté le pas sur le troisième axe. Quelles sont les initiatives privées ou publiques que vous regardez dans certains pays qui pourraient être implémentées en Côte d'Ivoire? À cause du temps, allons sur 2 exemples. Madame la directrice régionale. Je dirais la communauté des femmes leaders. Je pense que c'est très important de pouvoir partager les expériences en tant que femme leader et voir comment on se soutient les unes les autres, partager les compétences aussi parce qu'on ne connaît pas tout. Donc à travers des communautés, on pourrait avoir des soutiens, des expertises des unes des autres pour pouvoir justement s'améliorer et pouvoir peut-être tous ensemble y arriver. Le deuxième peut-être c'est le mentorat. Je pense que ça fonctionne déjà suffisamment bien, mais peut-être emboîter le pas avec justement de l'aide justement du gouvernement sur ces projets-là et que ça se fasse dès l'école, par exemple. Dès l'école. Moi, je crois beaucoup au rôle modèle et je pense que de voir un modèle femme qui est conductrice de train ou, par exemple, opératrice de RTG, ça donne envie. Et donc, nous, on a des initiatives au sein des terminaux qui permettent de faire entrer les lycéens dans l'entreprise et montrer concrètement quel métier auquel elles pourraient prétendre demain. On a des initiatives aussi en favorisant les jeunes filles et les mathématiques. On s'associe à ces initiatives-là parce que justement, permettre aux jeunes filles de faire des maths, c'est demain leur permettre de dire il n'y a rien d'impossible et pouvoir ouvrir le champ de tous les possibles pour ne pas rester simplement dans un carcan. Et pour moi, c'est important ça. L'initiative que je vais vous expliquer, c'est une initiative qui vient de mon groupe, en fait. Voilà. Parce que c'est vrai, avec plus de 38 ans dans cette filière, on est toujours en train de passer et devant les financiers et tout. Nous avons créé une microfinance. Et nous, on continue de financer. Et aujourd'hui, on finance 3000 femmes. Waouh, bravo. Avec... Et je disais tout à l'heure, il faut créer le chemin, faire la passerelle pour que la jeunesse monte. Aujourd'hui, je vous prends l'exemple. Au Sénégal, le Sénégal a mis un fonds de microfinance pour financer les PME et surtout les femmes et tous ceux qui sont porteurs de projets et de petits projets. Mais ça permet de prêter aux femmes en moins de coûts. Et ça, c'est très important. C'est des choses qu'on pouvait faire ici. Très bien. C'est des choses qu'on pouvait faire ici. Ça ne vient pas toujours d'ailleurs. Mais nous avons une microfinance nationale à capitaux vraiment ivoiriens. Tout est ivoirien fait par nous. Et on essaie d'avancer. C'est dit que c'est possible.
Aujourd'hui, nous finançons plus de 3000 femmes et dans tous les secteurs d'activité. J'en vois deux. Allez-y. La première, c'est le recrutement inclusif. C'est l'une des initiatives qu'on a mis en place et qui nous vient du groupe. Nous sommes une entreprise suédoise, donc très portée sur ces sujets. Et on a décidé d'être intentionnel et pour s'assurer d'avoir plus de femmes, en particulier à des postes de direction, aucun recrutement de manager se fait avec une shortlist qui n'est pas diversifiée. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de femmes dans la shortlist finale, on recommence. Bravo. Une très belle initiative. Puis la deuxième chose, c'est peut-être de mettre à la disposition des employés des crèches dans les entreprises qui ont une taille critique. Parce qu'une femme ne devrait pas avoir à choisir entre la maternité et sa vie professionnelle. Donc la moindre des choses que pourraient faire les entreprises qui atteignent une taille critique, et c'est ce qui se fait à l'étranger de plus en plus, c'est des solutions pour pouvoir garder les enfants. Et là, on a des femmes qui sont bien plus épanouies et des femmes qui sont plus motivées parce qu'elles savent qu'elles sont valorisées aussi. Et qu'on ne nie pas cette partie de qui elles sont, parce que ça fait partie de la vie. Et on n'a pas à devoir choisir. Merci beaucoup. Alors, mesdames, ce que je vous proposerai, nous sommes pratiquement à la chute de notre entretien, avant de recevoir les questions qui sont nombreuses. Mais évidemment, à cause du temps, on ne pourra pas tout dire, mais vous les avez et vous pouvez donc les rencontrer à loisir. Pour votre mot de fin, je pense que Madame la PDG nous a expliqué à l'entame de ses propos son parcours et les difficultés. Madame la directrice régionale, je vous demanderai de prendre ce micro et de nous dire votre mot de fin, tout en incluant ce que vous avez eu à combattre, à vaincre, pour avancer. Quelques points. Et ça sera, on le prendra en titre de conclusion de votre propos. La responsabilité, elle va souvent avec l'adversité. Oui, bien sûr. Et quand on a une communauté de sœurs autour de soi, qu'est-ce qu'on se sent forte? Parce qu'on ne porte pas pour soi, on porte pour l'ensemble. Oui. Et si je suis moi aujourd'hui à ce poste, c'est parce que j'ai eu des sœurs autour de moi. Merci. C'était court, mais si profond. Madame Elles se reconnaissent, elles sont dans la salle. Et j'ai senti un peu votre voix être empreinte d'émotion. Et on sent que vous avez parlé de votre cœur, de vos tripes. Merci. Madame la PDG, vous avez raconté déjà les difficultés que vous avez eues à rencontrer. Je vous demanderai de dire, regardez cette audience, visible et invisible, celle qui est en ligne, et de leur dire deux choses à ces femmes-là, qui ont des idées, mais qui ont peur, qui rêvent à quelque chose depuis 15 ans, 20 ans, mais qui n'ont pas encore commencé à se lever pour poser un pas. Elles sont là, elles vous regardent. Quel mot pour elles? Merci. Elles ne vont plus attendre 20 ans. OK. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Pour dire déjà, la première chance qu'elles ont, elles sont nées femmes. C'est une chance. Parce que Dieu a toujours donné un plus. Il faut être passionné. Il faut avoir la vision. Il faut être résilient. Il ne faut jamais abandonner. Même quand tu penses que tout est fini. Mesdames, préparons-nous. Préparons-nous mieux. C'est la première des choses. La deuxième, n'ayez pas peur d'être qui vous êtes. N'ayez pas peur d'être des femmes, avec vos qualités, avec votre manière de voir les choses, avec votre compréhension, avec votre niveau d'intelligence émotionnelle. N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre. Soyez qui vous êtes. Et c'est suffisant. Et apprenez à vous apprécier pour qui vous êtes vous-même. Ça ne viendra pas de l'extérieur. Apprenez à vous valoriser avec ce que vous avez et à aller chercher ce que vous n'avez pas encore et dont vous avez besoin pour arriver à l'objectif que vous vous êtes fixé vous-même. N'ayons plus peur. Osons. Je pense qu'on l'a dit tout à l'heure. Merci beaucoup Stéphanie Tailly.
Oh mon Dieu, quel beau panel. Que retenir? La préparation appelle l'opportunité. Et l'opportunité arrivant, la position, la promotion, la nomination. Pour terminer, je nous laisse avec cette phrase de Marilyn Monroe. Elle dit « Les femmes qui veulent être l'égale de l'homme manquent d'ambition. » Parce qu'elle estime qu'elles sont un peu comme le Créateur. Elles donnent la vie. Elles dirigent et orientent les destinées. Merci, mesdames. Est-ce qu'on peut les applaudir? Alors, place aux questions. Bonjour à tout le monde. Je réponds au nom de Mondesi Aïdéon, support à son service. Très bien. Est-ce que les parents et le système éducatif qu'on a ne doivent pas retravailler la confiance en soi de nos différents petits frères? Parce que ce qu'on a l'habitude de voir, c'est des élèves et des étudiants qui n'ont pas de directive. Ils vont à l'école et ils regardent autour d'eux. Bon, je vais aller à l'école, je vais finir ma formation. Et tu vois quelqu'un peut-être qui a un diplôme d'ingénieur informaticien qui se retrouve à ne pas savoir ce qu'il va faire avec ce diplôme. Il va dire, bon, je vais aller passer un concours. Et presque tout le monde pense que la certitude d'avoir un emploi demain, c'est d'être à la fonction publique. Est-ce qu'on ne doit pas changer ces mentalités-là et ouvrir en fait l'esprit de toutes ces personnes-là qui vont à l'école depuis le bas âge? Je pense que ça doit commencer à la maternelle. Je dirais effectivement que c'est une vraie problématique. Je vais donner un exemple. J'ai un de nos formateurs qui m'a relaté il a une fondation et donc il prend la parole au sein des écoles pour justement essayer de donner de l'envie et de créer des passerelles entre l'éducation, en tout cas professionnelle, et l'adaptabilité au métier. Et il a un sondage sur 100 élèves. Il avait plusieurs métiers, le choix de plusieurs métiers. Médecin, laborantin, conducteur de train, etc. Plusieurs métiers. Et 50% de ces élèves ont choisi influenceur comme métier, influenceur. 50%. C'est ce qu'ils voient le plus. Nous, notre rôle en tant que chef d'entreprise aujourd'hui, c'est d'aller vers les écoles, justement. Aller donner envie à ces élèves et leur dire, voilà quel métier est possible pour vous, qui s'offre à vous dans le milieu professionnel. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument faire de suite. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les influenceurs qui sont les rôles modèles. Il faut absolument, nous, en tant que chef d'entreprise, avoir de la visibilité, montrer des succès, des success stories, justement, pour pouvoir donner l'envie à ces élèves de demain, prendre nos métiers en main et être portiqueurs, être conductrice de train, être directrice de ressources humaines, etc., etc. Donc on a un rôle à jouer, peut-être que le gouvernement également, mais j'estime que nous, chefs d'entreprise, nous avons également un rôle à jouer. Merci beaucoup. J'adhère vraiment parfaitement ce que Rosa a dit, parce que c'est effectivement ça aujourd'hui. Mais je dirais qu'on pouvait aller encore plus loin, parce que les formateurs, c'est-à-dire les enseignants, parce qu'aujourd'hui, il y a assez d'établissements privés et professionnels, publics comme privés. On forme des jeunes gens prêts à être chefs d'entreprise, parce qu'il faut inculquer cet esprit entrepreneurial depuis l'école. Et pour pouvoir inculquer ça, il faut voir déjà avec les formateurs. Mais on leur dit quoi? Non, si tu as le BTS avec telle formation et puis tel métier, voilà les grilles de salaire. Voilà comment tu peux avoir. Il n'y a plus d'État-providence. On forme la compétence pour que cette compétence-là, tu viennes pratiquer sur le terrain et faire toi-même ta propre expérience. Donc aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes entrepreneurs, des jeunes filles et des jeunes gens qui sont des chefs d'entreprise. Pourquoi? Parce qu'ils ont préféré entreprendre en même temps que de pouvoir partir. Et c'est ça qu'il faut.
Parce que de plus en plus, avec la démographie, avec la population qui augmente, l'État ne peut pas caser tout le monde. Et donc, il faut que chacun de nous puisse inculquer à son entourage, à ses enfants, à ses connaissances. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, faire le panel pour dire que vous pensez que telle personne a réussi, mais voilà où elle est passée pour arriver là. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est des sessions assez importantes qu'il faut pouvoir faire. Effectivement, c'est ce qui a été dit. C'est aux entreprises de se rendre plus visibles auprès des jeunes pour pouvoir créer des modèles, pour pouvoir les inspirer, leur donner envie. Donc, il faut qu'on puisse ouvrir nos portes. Il faut mettre en place des initiatives. On a mis en place un programme d'apprentissage qui nous permet de recevoir pendant 3 ans des personnes qui viennent d'être diplômées et de les former à nos métiers. C'est autant d'opportunités qui permettent, je dirais, aux jeunes personnes sur le marché du travail de mettre le doigt sur réellement ce qu'est le monde professionnel et les opportunités qui se présentent à eux. Alors, prenons une question en ligne de Linda Aka de Carena. Elle dit, comment conciliez-vous les responsabilités que vous avez avec les charges familiales, souvent assumées majoritairement par les femmes? Je me ferai le porte-voix des mamans très, très occupées. Alors, moi, j'ai 3 enfants. Sans qu'on soit culpabilisé, on se sent culpabilisé. Ça ne peut pas l'être. Non, 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 pas du tout. Moi, j'ai 3 enfants. La première est en 5 ans, le dernier à 6 mois. Donc, c'est possible. Ouais. Je dirais, la première des choses, et la chose la plus capitale, c'est d'avoir le bon partenaire. Mais j'ai entendu... Mais... C'est par là que ça commence. Mais Stéphanie, je ne sais pas, je fais des modérations. C'est la première fois que j'entends dans une audience de façon concomitante, elles ont fait cela ensemble. Et c'est le préalable en réalité. Pour pouvoir mettre en place je dirais, la bonne balance, la bonne organisation, il faut bien que le système fonctionne. On est 2. Donc, il faut avoir la bonne personne à ses côtés pour pouvoir se projeter et se dire, bon, maintenant qu'ils sont là, tous les petits monstres qui nous suivent, comment on fait? Parce que derrière, il y a l'entreprise, derrière, il y a les autres opportunités, il y a les responsabilités. Donc, avoir la bonne personne à ses côtés, c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est le début du bon support system. Donc, le choix, ça passe... Là, on parle ça de choix. passe aussi par le choix. Si on sait qu'on veut gérer sa carrière d'une certaine manière, il faut avoir la bonne personne pour pouvoir avoir certains types d'échanges. Et puis ensuite, il faut s'éduquer soi-même en tant que femme. Se dire, aujourd'hui, je suis dans une situation où je dois gérer ces responsabilités au niveau de ma famille et j'ai aussi des responsabilités que je veux continuer à développer au niveau professionnel. Qu'est-ce que je dois implémenter comme changement? Comment est-ce que moi aussi je dois mûrir? Quel choix je dois faire? Il y a un temps pour tout. J'ai toujours dit qu'il faut savoir faire le discernement entre la femme chef d'entreprise, la femme PDG et la femme au foyer. Ça dit les différents rôles. Hein. Voilà, il faut savoir faire le discernement et la différence. Moi, je suis PDG au bureau, mais quand j'ai franchi ma porte, je suis la femme au foyer. Oui. D'accord. Et qui inclut donc faire la cuisine et tout cela. Je fais la cuisine, je m'occupe des enfants, je m'occupe de tout le monde, et ainsi que la famille. Et je me dis que c'est un choix que j'ai fait. Je me donne à 100% dans mon entreprise, mais dès que je viens à la maison, je suis la femme au foyer. Ce qui inclut donc l'autorité, la balance d'autorité, justement. Voilà, c'est-à-dire que nous, dans notre culture, l'homme est toujours le chef. Yes. D'accord. Et quand on est à un niveau, d'abord, ce qu'elle a dit qui est très important, il faut que le partenaire soit compréhensif et que vous soyez aligné. Voilà, aligné. Quand vous êtes aligné, ça fait 50% de réussite. D'accord? Parce qu'il est d'accord pour ce que tu fais. C'est cela. Toi, tu es d'accord pour ce qu'il fait. Et ensemble, vous pouvez cheminer. Mais ce n'est pas parce qu'on est PDG au bureau, on a tel nombre de personnes qu'on emploie, qu'arriver à la maison,
Quand on va te dire, bon, voilà, tu ne peux pas servir parce qu'en fait, je suis PDG. Non. Non, c'est pas ça. C'est pas possible. Quand on arrive à la maison, ça aussi, je voulais vous dire ça, c'est très important. Quoi qu'on dise, on est émancipé, mais on reste en Afrique, hein. Vraiment, n'est-ce pas? Il ne faut pas qu'on perde ça, c'est un trésor que nous avons. C'est cela. Ce respect-là, c'est très important et c'est ce que nos parents nous ont enseigné. Moi, j'ai eu 5 enfants et ils n'ont manqué de rien, ni de fessées, ni de câlins. Ah, j'aime bien ça. Voilà. Je leur ai tout donné. Mais c'est ça, la fermeté. Voilà. Voilà. Ni de fessées, ni de câlins, je leur ai tout donné. Ça, je note. Alors, madame la directrice régionale. Rajouter après Que ça, rajouter, je oui. dirais juste être organisé. Il faut une organisation. C'est clair. Voilà. Et j'insiste bien, effectivement, on a le costume de PDG ou de DG, mais quand on rentre à la maison, on rentre dans le costume de la femme. Oui. Et c'est très important. Conserver ça, c'est ce qui permet de pouvoir concilier les deux. C'est tellement bien dit. Est-ce qu'on a une autre question? Je me réponds au nom de Gorélou Rachel. Gorélou Rachel. Je suis électronicienne à D'accord. Staraï. Voilà, j'aimerais déjà dire merci à nos bras dames, à nos mamans qui sont là. Vraiment, leur témoin, vraiment, ça vous a impacté? Oui, effectivement. Maintenant, moi, je voudrais, en tout cas, par rapport à ce que notre maman a dit, par rapport à l'agriculture, c'est mon point qui est là. Parce que depuis petit, j'ai toujours aimé quand même l'agriculture. Parce que quand on était à l'école, on nous disait que les communes de la Côte d'Ivoire s'opposaient vraiment sur l'agriculture. Moi, j'ai toujours aimé. Le problème, c'est quand on avait des parents qui étaient en ville. Et chaque fois que je voyais quelqu'un parler de l'agriculture, je m'approchais, ça m'intéressait quand même. Maintenant, quand j'ai grandi, j'ai toujours aimé, mais je me suis dit, bon, je n'ai pas eu des parents planteurs, mais est-ce que si je me mets dans le milieu, est-ce que vraiment ça va marcher? Je n'ai aucune expérience. Et puis, bon, il faut dire qu'on ne va pas trop au village. Mais j'avais souvent des amis, quand ils disent, bon, des petits champs un peu aux alentours d'Abidjan, souvent, je les écoute, j'ai dit, bon, vraiment, si moi je connaissais vraiment, si j'avais vraiment de l'expérience, j'avais fait le champ parce que vraiment, ça me plaît. Et chaque fois, c'est ce que je disais. Maintenant avec son expérience, j'aimerais savoir, pour une personne comme moi, qui n'a pas d'expérience dans l'agriculture et tout, qui veut quand même se mettre dans l'agriculture, comment est-ce qu'elle peut procéder? Parce qu'il faut dire que l'année passée, j'ai été au village, et au final, ne peut pas perdre son âme. Et j'ai vu que dans le village, était grand, il y a de l'espace, mais avec l'espace, tout ça, chez moi, je peux acheter quand même de l'espace, faire quand même du champ de manioc, en tout cas tout ce qui est du champ de manioc, même piment, etc. Moi, je suis à l'ouest. Et après, je causais avec mes collègues, ils m'ont dit, mais c'est bon. Et puis après, ils leur ont dit, mais après des champs, vraiment, moi, je ne suis pas dedans, mais est-ce que si je fais, est-ce que ça va marcher? Parce que je n'ai pas d'expérience. Mais ce qu'elle a dit avec nos moments, ce qu'elle vient de nous dire. Ça vous a... Voilà. Donc moi, je mets ça pour une personne comme moi, par exemple. Ok. Voilà. Comment est-ce qu'il faut débuter? C'est par quoi il faut commencer pour arriver Madame la là PDG. Voilà. Merci beaucoup. On peut poser le secret. Non, elle va le dire. Voilà. Merci beaucoup. Déjà, comme vous venez de l'Ouest, dans votre région, il y a des cultures qui sont propices à la région. Et avant de se lancer, il faut savoir faire la différence entre les cultures pérennes et les cultures vivrières. Le deuxième point, il faut voir, comme vous êtes de là-bas, est-ce que vous êtes propriétaire terrien? Parce que ça, c'est important et c'est ça qui crée les problèmes fonciers plus tard. Si vous savez que vous êtes propriétaire terrien, vous pouvez faire en ce moment-là, surtout que vous n'êtes pas là-bas en plein temps, faire des cultures pérennes. Les cultures pérennes, là, par exemple, comme la noix de cajou, une fois tu as planté, tu es fâché où ça va donner. Tu es joli où ça va donner. Donc, c'est quelque chose de bien pour pouvoir partir. Pendant que vous êtes en fonction, là, vous préparez votre retraite comme ça. À la retraite, vous avez les retombées et vous n'attendez pas ça. Ça, c'est les cultures pérennes. Il y a d'autres cultures pérennes à l'ouest. Il peut y avoir l'EVA, et il y a beaucoup de variétés aujourd'hui. L'EVA, avant, il fallait attendre 7 ans. Aujourd'hui, c'est moins que ça. Donc, si vous avez besoin, il y a des organisations qui sont là et il y a des manuels qui sont écrits
Aujourd'hui, c'est plus facile. Parce que le plus important, c'est que vous aimez. Ça, c'est très important. Vous aimez, vous voulez faire. On ne vous oblige pas. Vous vous donnez déjà 30% de réussite. Et le reste, maintenant, va suivre en se donnant les moyens pour pouvoir avancer. Et vous n'avez pas besoin d'avoir plusieurs millions. Vous commencez un peu, vous commencez par 500 mètres carrés ou bien 1 hectare, doucement, doucement, progressivement pour partir. Je suis Alain Yolande, Office Manager chez Epiroc Côte d'Ivoire. Moi, ma question part plutôt d'une préoccupation et aussi d'un constat que j'ai fait tout au long de mon parcours scolaire. Ce que j'ai constaté est que nos parents qui sont dans les zones rurales ont tendance à te demander d'aller à l'école et de travailler à la fonction publique. Très souvent, après le bac, on te demande d'aller passer un concours et autres. Moi, ma préoccupation, c'est est-ce que le travail de sensibilisation ne devrait pas commencer par les parents qui sont en zone de pouvoir casser ce biais-là? Parce que quand tu leur parles d'entrepreneuriat, ils te disent non, c'est trop risqué. Va à la fonction publique, là-bas, tu vas avoir un salaire et tout. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on mette ces campagnes-là se tournent plutôt vers nos parents pour qu'ils puissent encourager ces femmes-là que nous sommes, nos petits frères, nos petites sœurs, lorsqu'ils vont venir parler de leur projet, ah, moi j'ai tel projet, pour que cette maman-là puisse encourager son enfant, puisse dire, ok, je t'accompagne dans ton projet, on y va. Ça va. D'accord. Voilà, maintenant le PDG, oui. C'est-à-dire qu'on a dit ça tout à l'heure, ça va être difficile. D'abord, la motivation des parents commence par vous-même. D'accord? Vous leur parlez. C'est vrai, l'entrepreneuriat, là, c'est dur. C'est dur. C'est même très dur. Mais il faut y croire. C'est pourquoi je vous ai dit d'être persévérant. Parce qu'on peut tomber 10 fois, se relever aussi 10 fois. Vous voyez, moi, mon cas que je vous ai expliqué, c'est typique. Et à cette époque-là, il n'y en avait pas assez. Pendant que nos voisins, les parents étaient là, et chacun a son enfant en basse-côte, on appelait en basse-côte, ils travaillent et puis ils envoient de l'argent. Quand l'argent vient, tout le monde est content. Alors, toi, tu viens, tu dis, non, tu vas venir t'asseoir ici dans le village de tes parents. Mais c'est grave. Hein? C'est la honte d'abord, c'est plein de choses. Qu'est-ce qui n'a pas marché? J'ai dit, tout a marché, c'est pourquoi je suis venue. Voilà. Mais c'est un truc de mental. Il faut que tu sois fort. Et toi-même, le premier avocat pour convaincre les parents, là, c'est toi-même d'abord. Alors, ma question a deux niveaux. L'accès aux postes de responsabilité. Je voudrais savoir comment le syndrome de l'imposteur et le syndrome de l'autocensure affectent-ils notre candidature en tant que femme? Deuxièmement, l'accès au financement. Dans le parcours de la PDG, je crois qu'elle a évoqué ce point-là. Et c'est vraiment difficile. Comment l'initiative gouvernementale et aussi nos institutions de microfinance peuvent nous accompagner pour avoir facilement accès à ces financements-là? C'est vraiment ça le problème pour l'entrepreneuriat. Je vous remercie. C'est pourquoi on ne peut pas faire un seul panel sur l'année. Parce qu'il y a tellement de choses. Mais par contre, le point du financement, je pense qu'elles ont tenté de donner réponse lorsqu'il s'agissait de présenter les initiatives. Je vais peut-être rajouter quelque chose voilà. sur le financement. Et puis sur le syndrome de l'imposteur. En disant, en fait, qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour l'accès au financement? C'est la structuration, en fait, du business avant. Il faut absolument qu'on arrive à pouvoir former les femmes à monter un business plan. C'est ça qui manque. Peut-être, oui, à pitcher également. Donc, encore une fois, c'est pour y répondre, c'est de la formation. Formation, mais de la formation ciblée sur le besoin quand il est identifié. Pour moi, c'est monter un business plan et, comme dit Christelle, à pitcher pour pouvoir convaincre que votre projet, il est bancable. Sur le syndrome de l'imposteur. Maman m'a nommée pour vous parler du syndrome de l'imposteur. Donc peut-être, entendons-nous sur ce que c'est, sur le concept. Donc c'est le fait de se dire, je ne suis pas à ma place. Construction mentale. On a parlé tout à l'heure des barrières que nous nous fixons nous-mêmes. Les hommes ne font pas ça.
Du tout. Ils ne se disent jamais « je ne suis pas à ma place ». Même quand ils ne le sont pas. Monsieur, vous confirmez? Mais la plupart. La plupart. En tout cas, il est très féminin. Alors, c'est peut-être lié à plusieurs choses. C'est lié déjà au manque de représentativité. Forcément, on va douter de soi-même quand on ne se retrouve pas dans l'autre, dans les autres. Maintenant, il faut casser ça. Il faut casser ça dès le départ. Et pour casser ça, il faut travailler sur sa confiance. Pour travailler sur sa confiance, il faut travailler sur qui on est. Il faut être honnête avec soi-même. Il faut être en phase avec ses propres valeurs, avec qui on est, avec son éducation. Et puis, il faut se former. Il arrive qu'on nous présente des objectifs ou des challenges en disant « c'est là qu'on veut que tu ailles ». Ah ouais, d'accord, je ne sais pas forcément comment y aller. Préparez-vous, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Et là, vous vous trouverez vous-même légitime dans ce que vous entreprenez. Mais arrêtez de vous dire, mesdames, je ne suis pas à ma place, je pense que l'autre le ferait mieux que moi. Il y a autant d'incompétents chez les hommes que chez les femmes. Et l'incompétence ne vient pas du genre auquel on appartient. Donc, on casse cette idée de se dire, je ne suis pas à ma place, et on se renforce en se formant, en échangeant avec les autres, en créant autour de soi un cercle vertueux. Chassez de vos vies les personnes qui vous envoient des messages négatifs. Gardez à vos côtés les personnes qui vous font du bien, qui font du bien à votre âme, qui font du bien à votre esprit. Et vous verrez, vous irez là où vous voulez aller. Je voudrais vous remercier, Madame la directrice régionale. Je pense qu'on n'a pas passé un moment. On a passé quoi? Un super moment, mais qui sera déterminant pour les changements et pour l'impact dans nos vies personnelles, familiales, professionnelles. N'oubliez pas, vous êtes nés pour briller, vous êtes nés pour apporter une plus-value, vous êtes nés pour réaliser un objectif et le monde vous attend pour vous applaudir. Je vous remercie. Très belle journée du 8 mars.